de parler de Dune de Denis Villeneuve, il faudrait peut-être revenir sur la première adaptation de Dune réalisée par David Lynch. Oui, je sais qu'il y a deux versions et que dans la deuxième il n'est pas crédité, c'est la version longue. Mais ça encore, on va pas parler de tout ça parce qu'on n'est pas là pour parler de ce Dune-là, juste pour donner un avis rapide. Donc cette version de Dune, je l'ai regardée après la version de Denis Villeneuve parce que je ne savais même pas qu'il y avait une première version de Dune. Et je l'ai trouvé assez moyen. Certains disent que c'est un film culte populaire de la SF, d'autres disent que c'est un nanar à ne pas regarder. Pour ma part, je dirais que ce n'est ni un film culte ni un nanar. C'est un film qui a beaucoup de qualité pour l'époque, oui, mais qui a très mal vieilli et qui a un énorme problème de rythme. Je crois d'ailleurs que c'est le plus gros problème de cette version de Dune. Ce Dune a un énorme problème de rythme. La première partie avec Paul, jusqu'à ce que la cité se fasse attaquer, ça prend son temps, voire peut-être un peu trop son temps. Et après, ça va trop vite. Donc ça, c'est les plus gros défauts qu'on retiendrait de ce Dune, qui au final est un film moyen, qui saura plaire à certains et d'autres non. Moi, pour ma part, je n'ai pas été totalement conquis par ce film, mais je reconnais quand même qu'il a du positif. Maintenant, on va pouvoir passer à la version de Denis Villeneuve. Donc Denis Villeneuve est surtout connu pour avoir fait des films de SF. Moi, personnellement, en référence, je pourrais vous citer Premier Contact et Blade Runner 2049, qui, ceux qui me suivaient à l'époque le savent, j'ai adoré cette suite. Oui, je sais, c'est une suite en trop qui n'est pas à la hauteur du premier. Peut-être, mais est-ce que ça l'empêche d'être une excellente suite bien travaillée? Blade Runner 2049 pour moi a vraiment été un film magnifique que j'ai adoré. Je crois même que c'était mon préféré de l'année quand il est sorti. Donc quand j'ai entendu parler de Denis Villeneuve qui allait réaliser Dune, une nouvelle adaptation du roman de Frank Herbert, que je n'ai pas lu encore, j'ai le bouquin mais je ne l'ai pas lu, eh bien je me suis dit que ça pourrait être intéressant au moins pour le côté visuel qui allait forcément être magnifique. Les trailers sont arrivés, c'était emballant, il y a eu des décalages à cause du Covid-19, et enfin nous avons eu cette première partie. Oui, cette première partie, parce qu'en fait dès que le film commence, tu as un gros partie 1 qui s'affiche. En même temps, Denis Villeneuve ne l'avait pas caché, il l'avait même dit en interview qu'il voulait faire 2 parties à la base. En attendant, parlons de cette première partie. Mais avant, parlons de l'histoire. Dune, aussi appelée Arrakis, était dominée par les Harkonnen qui passaient leur temps à combattre le peuple de cette planète, à savoir les Fremen. L'empereur a demandé aux Harkonnen de se retirer afin de laisser la place à un nouveau peuple, la famille des Atréides, avec le fameux prince Paul et le duc Leto qui cherche à faire des rêves de paix avec les Fremen. Malheureusement, les Harkonnen ne l'acceptent pas et comptent bien essayer de récupérer la planète pour cette fameuse épice qu'elle est la seule à produire. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cette adaptation de Dune, de cette première partie? Eh bien, j'ai adoré ce film. Mais sincèrement, j'ai adoré. C'est un véritable coup de cœur que j'ai eu pour ce film. J'ai pratiquement tout aimé dans ce film. Toutes les idées, tous les développements, tout n'est pas à sauver. On va revenir sur quelques défauts, mais sincèrement, j'ai adoré ce film. Par contre, j'hésite à dire si c'est le meilleur de Denis Villeneuve de sa carrière. Vu qu'en général, il a des excellents films, je ne sais pas. Mais ce Dune, c'est réellement une excellente adaptation. C'est une très bonne adaptation, mais il y aura le côté de ceux qui arrivent à rentrer dedans et ceux qui n'y arrivent pas. Moi qui n'ai pas lu les bouquins, mais qui suis quand même allé voir le film parce que j'étais curieux, ça m'a donné envie de lire le bouquin. Non, sincèrement, maintenant que j'ai vu le film, j'ai très envie de lire le bouquin. En attendant, le film est réellement une tuerie. Mais on va revenir sur les quelques défauts du film. Parce qu'il y en a. En défaut, je n'ai pas grand chose à citer, mais je pense que je commencerai par le sentiment de longueur vers la fin. Plus on approche de la fin, plus on sent que le film s'étire un petit peu. Les scènes sont pas forcément trop longues, les scènes prennent le temps qu'il faut pour se développer avec la bonne mise en scène, mais on a l'impression que ça s'étend quand même un petit peu trop et qu'on aimerait que ça avance un peu plus vite. Et d'ailleurs, ça implique un autre problème, c'est que quand t'arrives à la fin, t'en as pas eu assez. Quand tu vois la fin, t'as envie de voir la suite, t'as envie de voir ce que ça va donner encore plus après. Mais en même temps, ça, le sentiment de fin, je pense qu'il a fait exprès pour qu'on ait envie de voir la suite. Mais en tout cas, pour ce sentiment de longueur, malheureusement, on le ressent. Après, je reviendrai sur une scène, c'est quand Paul est enlevé et est emmené en vaisseau. Il y a une chose assez bizarre dans cette scène, c'est qu'en fait, Paul, quand il utilise la voix et donc qu'il essaye de s'en prendre aux sous-fifres, et ben les sous-fifres, il y en a un, il a une voix mais débile. Je sais pas ce que ça donne en VO, hein, je l'ai vu en VF. Mais en VF, il a vraiment une voix tellement débile que tu perdrais presque le sérieux de la scène. Et je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça, même pour dire oh regardez c'est un garde alors il est stupide. T'avais d'autres solutions, tu pouvais juste en faire un abruti avec une voix débile. Mais là ça fait vraiment voix modifiée mais d'ahuri. Enfin bref voilà quoi, vous aurez compris que ce détail de la scène, un peu perturbant quand tu fais attention. Mais ceux qui l'ont vu en VO, je pense qu'ils n'auront pas ce problème. Enfin je finirai sur le fait que c'est un film un petit peu difficile à comprendre la première fois que tu le vois. Moi j'avoue qu'au tout début du film et dans toute la première partie, dans toute la première moitié, j'ai du mal à savoir qui était qui.
À part Paul, j'avais vraiment du mal à me dire comment il s'appelle le duc déjà, c'est quoi le nom de cette famille et le nom de l'autre famille. J'étais un peu perdu. Au final, je m'y suis retrouvé, mais je pense que le premier visionnage sera quand même un peu difficile pour certains. Et c'est tout. Non, sincèrement, j'ai pas d'autres défauts à réellement donner au film. Je suis entré dedans, j'ai réellement adoré beaucoup de points. Et on va commencer par le plus connu, les personnages. À commencer par Paul, joué par Timothée Chalamet. Paul, c'est le prince des Atréides. C'est un garçon curieux qui se prépare à devenir seigneur avec l'aide de tout son entourage, malgré qu'il ait un peu de mal à accepter ça. Et aussi parce qu'il aimerait faire ses preuves auprès de son père, dont il s'inspire pour devenir l'homme qu'il est censé devenir. C'est à travers les yeux de Paul d'ailleurs qu'on va découvrir la planète Dune et l'univers. Ce qui fait que Paul est un très bon personnage principal parce qu'il est attachant, il est bien développé, il est intriguant par rapport aux rêves qu'il fait, au fameux pouvoir qu'il a, surtout qu'apparemment le pouvoir qu'il a, le fameux pouvoir de la voix, était réservé uniquement aux Bene Gesserit, à savoir les femmes. Ce qui fait que Paul, certains le considèrent comme l'élu, et lui, il ne sait pas quoi en penser. Est-ce qu'il est réellement l'élu? Il y croit et il va faire de son mieux. Est-ce que justement il n'a pas peur d'être l'élu? Parce que quand tu vois un certain rêve qu'il fait, on sent qu'il est quand même assez apeuré. Mais en même temps, c'est un enfant. Paul est un enfant au début. On voit que c'est un enfant. Il a la mentalité d'un enfant. Il agit comme un enfant. Il est curieux comme un enfant. Il a envie de découvrir et d'apprendre comme un enfant. Et il fait de son mieux en s'inspirant de son père comme un enfant fait. Un garçon, en l'occurrence, s'inspire de son père et une fille s'inspire de sa mère, en général. En tout cas, Paul, ici, est très bien développé. On réussit à avoir peur pour lui et à se demander qu'est-ce qu'il va devenir avec tout ce qui se passe. En tout cas, Paul, très bon personnage principal que j'ai beaucoup aimé suivre dans son parcours, dans tout ce qu'il traverse, et son évolution, on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, on a sa mère Jessica, jouée par Rebecca Ferguson. C'est une ancienne Bene Gesserit, c'est-à-dire une communauté de bonnes sœurs avec des pouvoirs très puissants, des espèces de sages de l'univers, en fait, si on peut le dire comme ça, qui a préféré renier cet ordre afin de garder son fils, car à la base, elle ne devait donner naissance qu'à des filles. Elle est géniale, cette Jessica. Parce que cette Jessica-là, c'est une femme combattante, elle sait se battre, elle sait faire ses preuves, et je peux vous assurer que là, il ne faut clairement pas la sous-estimer. Non, vraiment, cette Jessica, très bien, mère attachante, qui tient à son fils et ça se voit, qui fait de son mieux pour soutenir son fils et son conjoint. J'insiste bien sur conjoint parce qu'elle n'est pas mariée, mais elle aime sincèrement le duc Leto et ça se voit. Et par rapport à Paul, elle est réellement d'une grande aide. On sent qu'elle est d'un très grand soutien pour lui, et même elle a fait de son mieux pour préparer Paul par rapport à ses pouvoirs, par rapport à la prophétie, mais surtout parce qu'elle aime son fils. Elle n'a pas envie qu'il lui arrive quoi que ce soit. Elle a confiance en lui, mais elle veut prendre aussi soin de lui. Bref, c'est une très bonne mère attachante et un très bon personnage aussi. Ensuite, on a le duc Leto, joué par Oscar Isaacs. C'est le seigneur des Atréides, c'est lui qui est à la tête de la famille Atréide. Il fait de son mieux pour préparer Paul en tant que futur seigneur des Atréides, mais il essaye aussi secrètement de régler les choses à sa manière. C'est-à-dire que lui, comparé aux Harkonnen, il préfère essayer de trouver une solution de paix pour s'entendre avec les Fremen et pouvoir trouver un terrain d'entente sur l'épice. Et franchement, le seigneur Leto, il est génial dans ce film. Parce que le seigneur Leto, si vous voulez, c'est un seigneur, oui. Mais ce n'est pas un seigneur qui pense avant tout à ses affaires et à ses devoirs pour l'empereur. C'est un seigneur qui pense avant tout à sa famille et à protéger les siens. Parce qu'il y a une scène, au lieu de penser à l'épice, il pense à son peuple. Le duc Leto, c'est vraiment un seigneur très attachant. Même dans sa relation père-fils avec Paul, il lui parle pas beaucoup, mais il croit réellement en lui, il le soutient, il le prépare au mieux. C'est réellement un super seigneur. Après, on a Duncan, joué par Jason Momoa. C'est un grand ami de Paul. C'est aussi un pilote d'élite qui se voit confier des missions spéciales par rapport aux Fremen. Et on sent que c'est un soldat qui obéit beaucoup à son devoir et qui fait de son mieux pour protéger ceux à qui il obéit, à savoir Paul, Jessica et le duc Leto. Et sincèrement, Duncan, c'est un personnage génial. Duncan, c'est plus un combattant de seconde main, un personnage secondaire que tu retrouves vraiment dans les moments où tu as le plus besoin de lui, dans les moments de soutien pour les combats. Et rien que ça rend le personnage génial. Duncan est juste un combattant qui protège la famille royale, mais c'est un combattant qui arrive aussi à être attachant dans ses moments avec Paul. Tu sens que Paul, c'est pas un prince qu'il essaye de protéger, c'est plus un ami auquel il tient beaucoup. Ensuite, on a Courtney, joué par Josh Brolin, qui est le nouvel entraîneur de Paul, si on peut le dire comme ça, parce qu'à la base c'était Duncan qui l'entraînait, mais à cause de ses missions spéciales, vu que c'est un soldat d'élite, c'est maintenant lui qui l'entraîne. Gurney, il est un petit peu spécial dans ses méthodes, c'est un entraîneur assez strict qui n'hésite pas à employer les méthodes, je dirais pas les plus odieuses, mais disons que son entraînement est vraiment difficile même pour Paul. Et c'est un petit peu normal. Paul, c'est un enfant et lui, il essaye de le considérer comme un adulte, comme un vrai combattant qu'il doit préparer afin que Paul puisse se défendre au mieux face aux autres. Surtout face à ceux qu'il considère comme les autochtones.
à savoir les Fremen. C'est un petit personnage, mais c'est un petit personnage qui fonctionne bien et c'est un combattant vraiment redoutable. Je sais pas si c'est dû au casting et au fait que c'est l'acteur qui joue Cable et Thanos. Ensuite, on a Stilgar, joué par Javier Bardem, qui est concrètement le chef des Fremen, qui lui essaye mais n'arrive pas trop à croire en cette paix malgré ce que propose le duc Leto, parce qu'il a un énorme problème de confiance envers les Atréides. Chose qui peut se comprendre parce que vu que les Atréides ont pris la place des Harkonnen et que les Harkonnen étaient des conquérants qui n'hésitaient pas à essayer de les tuer et de les détruire pour avoir l'épice, on peut comprendre pourquoi Stilgar est assez méfiant envers les Atréides. Mais c'est aussi un chef très sage qui sait prendre en compte les erreurs qu'il a faites et essayer de les réparer, et son comportement est tout à fait justifié quand on se met à sa place. C'est clair que quand on est comme lui et qu'on cherche avant tout à protéger son peuple, c'est pas étonnant qu'on soit aussi méfiant, surtout quand on sait que les anciens étrangers de la planète, les Harkonnen, ont essayé de les tuer à plusieurs reprises, et que c'était devenu une guerre. Je comprends totalement Stilgar, j'ai même envie de dire je suis de son côté pour le coup, du côté de la méfiance, même si on connaît le duc Leto et que lui, c'est quelqu'un de confiance. Après on a la révérende mère Gaius, jouée par Charlotte Rampling, c'est la mère révérente des Bene Gesserit, c'est elle qui est à la tête de cet ordre sage et extrêmement puissant, uniquement peuplé de femmes, et qui essaye de se multiplier uniquement avec des femmes parce que leurs disciples n'ont le droit de ne donner que des femmes, et c'est une femme extrêmement puissante et dangereuse. Ça se joue surtout dans le regard et dans la tension faite par la mise en scène, mais on sent qu'elle est extrêmement dangereuse. Il ne faut pas la sous-estimer, cette femme. Il y a des moments, elle arrive même à faire peur. En dehors de ça, elle a du mal à croire en la prophétie, et elle est un peu déçue par Jessica qui a donné naissance à Paul alors qu'elle aurait dû donner naissance à des filles uniquement, mais c'est quand même une mère révérente qui cherche à protéger sa meilleure disciple. Elle tient encore à elle, malgré ce qui s'est passé. Elle est assez froide, mais je pense qu'elle a plus de cœur qu'elle ne veut le faire croire. Après oui, c'est un personnage moins important, mais elle aide quand même pas mal dans le parcours de Paul. On a même l'impression que c'est elle le point de commencement. Enfin, on a Shani, jouée par Zendaya. C'est une femme assez mystérieuse que Paul n'arrête pas de voir dans ses rêves. Limite, il se demande si ce ne seraient pas des rêves de l'avenir. Et la seule chose que j'ai à dire sur elle, c'est qu'elle arrive à être très intrigante. En fait, Shani, on la voit comme des espèces d'illusions dans les rêves de Paul et on se demande si elle est réelle ou si Paul n'est pas en train de l'imaginer. De ce côté-là, j'ai vraiment trouvé le personnage assez bien géré. Au final, on va quand même apprendre des choses sur Shani. C'est assez étonnant parce que Shani, j'ai toujours cru au début qu'elle serait un personnage assez évident qu'on verrait directement, qu'on nous expliquerait qui c'est. Mais non, c'est vraiment de l'intrigue sur Shani du début à la fin dans les rêves de Paul. On n'apprend pas grand-chose sur elle. Tout ce qu'on voit en fait, c'est ce que voit Paul. C'est uniquement à travers les rêves de Paul qu'on apprend à la connaître. Et de ce côté-là, c'est bien parce que ça rend le personnage plus intriguant. Et quand on sait que Denis Villeneuve a annoncé que la deuxième partie allait se concentrer sur elle, oui, c'est bien de l'avoir fait vraiment comme ça, d'une manière intrigante, nous donner envie d'en savoir plus sur elle, sur qui elle est, sur quel rôle elle va jouer aussi par rapport à Paul dans cette histoire. On la voit peu par rapport aux autres, mais vous avez vraiment réussi à faire quelque chose de très intéressant avec elle. Ensuite, dans les méchants, nous avons le Baron, joué par Stellan Skarsgård. Le Baron est une espèce de créature étrange, humanoïde, un peu bizarre, une forme assez similaire à un serpent, j'ai l'impression d'ailleurs, qui souhaite s'emparer de l'épice et détruire les Atréides, parce que l'épice lui permettrait pour lui de vivre le plus longtemps possible, si j'ai bien compris. Et purée, le Baron, c'est vraiment un méchant assumé. On peut même aller jusqu'à dire que c'est le méchant principal de cette histoire parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est exterminer ceux qui ont pris leur place afin de récupérer l'épice. Parce que pour lui, c'est son épice, c'est son plaisir personnel. Il fait ce qu'il veut avec son épice. Vraiment, le Baron, il arrive même à être effrayant dans certaines scènes. Non, le Baron, je trouve que c'est un excellent méchant, l'homme qui veut juste exploiter l'épice pour son pouvoir personnel. Ensuite, on a son neveu Raban, joué par Dave Bautista. C'est un soldat d'élite, un peu psychopathe, qui cherche avant tout à suivre son oncle et à récupérer la gloire d'antan qu'ils avaient quand ils étaient sur Dune, ou Arrakis pour ceux qui préfèrent, parce que c'est vrai que Dune a deux noms, et qu'il aimerait retrouver la gloire d'antan où il arrivait à tuer les Fremen, où c'était toujours beuverie, gloire, épices. Enfin voilà, lui c'est pareil, c'est un peu son plaisir personnel, mais c'est avant tout pour la gloire de son peuple qui fait ça. C'est un méchant secondaire un peu moins intéressant à suivre que le Baron, d'ailleurs je pense qu'il sera un peu plus exploité dans la deuxième partie, mais nous verrons. En attendant, c'est un méchant secondaire introduit ici qui fonctionne assez bien, qui soutient son oncle parce que c'est la famille. J'ai pas grand chose à dire sur lui en fait. D'ailleurs maintenant que j'ai parlé des méchants, j'y pense, est-ce que ce film et même l'œuvre de Dune, ce ne serait pas une représentation du pétrole? Si l'épice c'est le pétrole, que les Fremen c'est Greenpeace, à savoir des gens qui essayent de trouver d'autres solutions pour protéger l'environnement, que les Atreides ils se moquent un peu de l'épice parce que eux ils ne sont pas ouverts à une idée de paix avec eux et de trouver d'autres solutions
Et que les Harkonnen, par contre, eux, n'hésitent pas à croire qu'ils ont raison, égoïstes qu'ils sont, et à utiliser l'épice comme le pétrole est utilisé en carburant fossile sans hésitation, je pense que c'est une représentation possible. Je ne dis pas que c'est ça, c'est ma représentation personnelle, vous me dites si j'ai bon ou pas. Mais en attendant, si c'est ça, c'est fait de manière ingénieuse. En tout cas, ça donne une fonction principale à l'épice assez intéressante en fonction des peuples qui le veulent. En termes de symbolisme, ça amène des choses intéressantes, comme par exemple ce que représente ce fameux élu pour tout le monde. Pour le baron, c'est un sentiment de peur, pour l'empereur aussi d'ailleurs. Pour la mère Bene Gesserit révérende, c'est un petit peu de la peur et en même temps un espoir peut-être que la galaxie aille mieux. Pour Jessica, c'est vraiment un espoir. Et même pour Paul, c'est une interrogation permanente. Est-ce que je suis l'élu? Est-ce que j'en suis capable ou pas? Il y a du symbolisme intéressant par rapport à ça, mais même aussi par rapport à ce que représente l'épice en fonction des peuples. Parce que l'épice est utilisée de façon différente en fonction des peuples. Les Atreides ne l'utilisent que pour les véhicules, mais ce n'est pas leur priorité à sauver quand c'est nécessaire. Et les Harkonnen, de l'autre côté, veulent utiliser l'épice pour leur plaisir personnel. Tant pis si ça crée des morts ou quoi que ce soit, ou que le peuple en a pas. Du moment que le baron a ce qu'il veut pour lui, il s'en fiche. Bon, enfin bref, il y a du symbolisme intéressant à suivre dans ce long métrage. Voilà. On voit aussi une petite dichotomie qui se crée dans ce long métrage entre les Atreides et les Harkonnen. C'est-à-dire que les Atreides, de leur côté, c'est un peuple qui pense avant tout aux siens, enfin surtout le duc Leto et sa famille, et qui cherche juste à prospérer, à trouver un moyen de paix avec les Fremen, là où les Harkonnen sont vraiment un peuple guerrier, bourrin, égoïste, qui n'hésite pas à se dire qu'il faut écraser les Fremen pour avoir tout ce qu'ils veulent. C'est une légère dichotomie, mais c'est une dichotomie assez intéressante entre les deux peuples. Ou entre les deux familles, ça dépend. Ça me rappelle vraiment Game of Thrones, ça. Tous les acteurs de ce long métrage sont investis, mais réellement tous, hein. Timothée Chalamet fait de son mieux en tant que Paul, et ça se voit. Rebecca Ferguson, Oscar Isaacs, ils sont excellents dans leur rôle. Jason Momoa, il s'en sort bien. Javier Bardem, il s'en sort bien aussi. Et Zendaya, je le dirai jamais assez, je sais que je suis chiant avec ça, mais je le redis, quand t'es pas dans Spider-Man, tu t'en sors beaucoup mieux. Comme quoi Disney devrait arrêter de la sous-exploiter. Ou Marvel dans l'occurrence, mais comme Marvel c'est Disney. Dans les personnages, la seule évolution intéressante à suivre, c'est celle de Paul. Paul qui, à travers son parcours, va passer d'un enfant curieux qui a envie d'en voir plus de la planète, à pas un homme complet, mais un petit homme qui commence à prendre ses responsabilités, qui commence vraiment à se dire il faut qu'il fasse quelque chose. On passe vraiment d'un enfant à un homme qui commence à se construire, un jeune homme qui commence justement à savoir ce qu'il veut faire. Et ça annonce aussi un parcours intéressant si la deuxième partie sort. En tout cas, Paul a une très belle évolution à suivre à travers ce long métrage. La mise en scène est magnifique. Franchement, Denis Villeneuve a toujours eu un énorme travail de mise en scène et ça s'est toujours vu dans ses films, en tout cas dans ceux que j'ai vus qui sont là. Mais alors là, dans Dune, sa mise en scène, elle est juste sublime. Que ça soit les paysages pour présenter un peu les environnements, la manière dont il montre les vers des sables de 400 mètres, ou 450 mètres, j'avoue que je sais plus. Il y arrive d'une manière magnifique, on est impressionné par la mise en scène. D'ailleurs, ça amène à une autre qualité du film, la dimension de gigantisme, le géant. Pour vous expliquer, dans Pacific Rim, quand vous voyez le premier film, vous avez vraiment l'impression de voir des mechas énormes, de voir des choses vraiment titanesques. Et ben là, c'est pareil. Quand on voit les vers des sables dans ce film, on a vraiment l'impression de voir des trucs titanesques. Ils sont impressionnants. Ah vraiment, en termes de mise en scène et avec cette dimension de géant, Denis Villeneuve, il a fait vraiment un travail magnifique. Ce qui amène à des décors de très bonne qualité et surtout, les effets spéciaux sont juste sublimes. Il n'y a pas une faute en termes d'effets spéciaux. Bon, je sais que Michel et Michel, à un moment, ils vont probablement faire une émission faux raccord en mode ah regardez, il y a un faux raccord. Mais vraiment, dans les effets spéciaux, c'est sublime. Tous les effets spéciaux de ce film, et je dis bien tous les effets spéciaux sont magnifiques. Ah, si vous ne voulez voir un film que pour ses visuels, vous allez adorer ce film. C'est même certain. La relation père-fils entre le duc Leto et son fils Paul est assez intéressante. On sent que le duc Leto essaye avant tout de faire la paix avec les Fremen pour Paul et pour le protéger, là où Paul de son côté s'inspire de son père pour essayer de donner l'exemple et devenir un très bon seigneur. Je trouve que c'est une belle relation père-fils à suivre à l'écran. Les moments d'action ne sont pas nombreux dans ce film d'ailleurs, maintenant que j'y pense, mais ils sont plutôt pas mal, surtout dans la chorégraphie parce que j'ai l'impression que Denis Villeneuve il a un petit peu de mal à faire des scènes d'action. Un petit peu, ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut juste dire qu'il a un petit peu de mal. Parce qu'autant il sait faire une mise en scène vraiment sublime dans la majorité du film, les moments d'action il a peut-être un petit peu plus de mal, mais honnêtement ça n'empêche pas aux scènes d'action d'être de bonne qualité. Surtout dans les chorégraphies, il y a très peu de scènes d'action, mais ce sont quand même des scènes d'action de bonne qualité. L'intrigue est très bien gérée, et quand je parle de l'intrigue, je parle surtout par rapport à Chani.
Je vais me répéter, mais Shani, on ne la voit qu'à travers les rêves de Paul. Et justement, tout comme Paul, le spectateur n'arrête pas de se poser des questions par rapport à ça. Pourquoi la voit-elle dans ses rêves? Qu'est-ce qu'elle va amener à l'avenir? Qui est-elle? Mais en tout cas, il y a plein de questions qui se posent, et ça apporte une intrigue intéressante où on se pose constamment des questions sur ce personnage. Même par rapport au Harkonnen, on se demande comment ils vont faire pour déloger la famille Atréide afin de récupérer l'épice. Mais l'intrigue principale autour de Shani, c'est vraiment la meilleure intrigue à suivre dans ce long métrage. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, le casting est de bonne qualité. Zendaya pour jouer Shani, Javier Bardem qui joue le chef des Fremen, Oscar Isaacs qui joue le duc Leto, Rebecca Ferguson qui joue Jessica, Charlotte Rampling qui joue la mère des Bene Gesserit. Franchement, je trouve que question casting, on a vraiment beaucoup de chance. On a beaucoup de noms connus. En fait, le seul qu'on connaît pas trop dans le lot, pour ma part, c'est Timothée Chalamet. Mais ça me donne envie d'en voir plus quand je vois sa prestation. Vraiment de qualité ce casting, ça se voit. Les musiques composées par Hans Zimmer. Hans Zimmer qui, vous le savez, avec le film Bob l'éponge m'a fait peur. Et bah là, il nous a fait des thèmes magnifiques. Je pourrais les réécouter en dehors du long métrage sans problème. Et ça raconte très bien ce qui se passe à l'image. Ah, ça fait du bien de revoir Hans Zimmer au meilleur de sa forme là. Donc vous l'aurez compris, les musiques sont de très bonne qualité dans ce long métrage. Les costumes aussi sont pas mal, j'aime bien les espèces d'armures qu'ils ont pour traverser le désert, tout en définissant bien les personnages. Et la tension est assez efficace, j'ai réussi à avoir peur pour Paul à plusieurs moments, à me poser des questions, même par rapport à ses compagnons. Et d'ailleurs, je viens d'y penser, mais l'émotion aussi est bien gérée. Sincèrement, l'émotion est réellement bien gérée parce qu'on ressent vraiment certaines choses à partir de certaines scènes. Bon après c'est peut-être moi et pas vous, mais moi en tout cas ça a marché. Mais sans spoiler, je dirais que vous vous êtes arrêté quand il fallait avec cette fin. Cette fin en fait c'est vraiment le moment où il fallait s'arrêter par rapport au développement de Paul. Paul qui limite là va passer à une autre étape de son parcours. Mais alors moi ce que j'aime beaucoup c'est la phrase de conclusion. Là je me permets juste de vous spoiler, mais la phrase de conclusion c'est « ce n'est que le commencement ». Et rien qu'avec cette phrase, tu sens que ça conclut très bien le long métrage et que ça promet une deuxième partie très intéressante. Voilà, je pense que je n'ai rien à ajouter. Donc le bilan de Dune est bien excellent et à voir absolument au cinéma pour une meilleure expérience. Sincèrement, ce film a énormément de qualités qui rendent l'œuvre excellente. Les effets spéciaux, la mise en scène, il y a énormément de bien à dire du film. Après, il y a quand même du négatif comme vous l'avez vu. Et je pense que tout le monde n'arrivera pas à rentrer dedans parce que j'ai vu que certains youtubeurs n'avaient pas réussi. Je le respecte. Non, je le respecte. Ils ont le droit de ne pas réussir à rentrer dans l'œuvre et de ne pas aimer le film. Mais pour ma part, moi qui n'ai pas lu le livre et qui a vu cette version avant de voir la version de David Lynch, j'ai réellement adoré le film. Ah sincèrement, je ne peux que vous recommander d'aller le voir si ce n'est pas fait. Et si vous n'allez voir le film que pour les effets spéciaux, que pour les magnifiques visuels, que vous aimez les traversées dans l'espace ou du moins découvrir de nouveaux mondes, vous allez adorer ce film. Moi maintenant je n'ai que deux envies, déjà de posséder ce film en Blu-ray DVD collector quand il arrivera, mais ça j'ai clairement le temps, et surtout j'ai très envie que la partie 2 sorte maintenant. La partie 2 qui apparemment devrait se concentrer sur Shani. Choix judicieux parce que Shani ici elle n'a pas été très développée, elle a surtout été sous forme d'illusion, c'est surtout Paul qui a été développé, et ça pourrait apporter une vision intéressante. Après nous verrons, mais j'espère sincèrement que le film va assez marcher pour avoir une suite parce qu'il est réellement magnifique. Je pense que je suis clairement tombé sur un de mes gros coups de cœur de l'année 2021. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis dans les commentaires. Je m'excuse de la durée de la vidéo qui est plus longue que d'habitude, mais pour Dune j'avais vraiment beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, merci et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!